Et en fait, il y avait deux questions dans ces deux courriels du 17 et du 22 janvier. Il y avait la question de l'articulation entre l'écologie et la démocratie, et puis l'autre courriel, c'était sur le rapport convivialiste à la nature doit-il reposer sur un humanisme méthodologique. Alors donc, je suis parti sur ces deux idées-là. Articulation de préservation des équilibres écologiques tout en préservant les valeurs démocratiques. En fait, c'est un débat assez ancien dans l'écologie qui est aussi souvent mal posé. C'est ce que je vais expliquer très rapidement dans le temps qui m'est imparti. En gros, le schéma de base, c'est-à-dire que la radicalité de la situation écologique, c'est-à-dire la gravité de la destruction qui est en cours en ce début du XXIe siècle, ou en cette fin du XXe siècle, puisque le débat a commencé il y a 1 ou 2 décennies, implique éviter une dégradation qui conduirait à l'effondrement des sociétés, à un chaos, à une situation humaine des sociétés extrêmement néfaste, à des mesures radicales. Changer le mode de consommation, le mode de production, le mode de relations sociales dans lequel on est engagé en ce moment. Et selon un certain nombre d'auteurs, la démocratie serait inapte à prendre la radicalité de ces mesures. Et donc il faudrait développer un système institutionnel prenant en compte notamment l'intérêt des non-humains et recourant à, selon les auteurs, on va dire dictature, régime fort, régime autoritaire, etc. Alors en France, c'est notamment Dominique Bourg qui a exprimé cette position, un petit peu inspiré par Bruno Latour, même si Bruno Latour n'a pas de question du tout sur cette question d'autorité-démocratie. Mais en revanche, comme vous le savez, Latour a beaucoup travaillé et continue à le faire de manière brillante et très convaincante sur les non-humains et l'intérêt des non-humains. Et donc, Dominique Bourg a accès sur un ou deux de ses livres sur cette idée que la démocratie serait inapte à prendre les mesures drastiques qui sont nécessaires si on veut éviter l'aggravation du désastre écologique en cours. Alors en fait, le biais, c'est pour ça que je disais que ce débat est mal posé, c'est qu'il prend comme acquis le fait que nous serions en démocratie, ce qui évidemment, ce qui maintenant devient évident, est extrêmement contestable, parce que l'évolution du capitalisme ou du néolibéralisme s'est faite depuis une trentaine d'années avec un abandon progressif des valeurs démocratiques et libérales, au sens libéralisme politique, qui le fondait. Je n'ai pas le temps, mais je pense que ça vous est familier, mais effectivement, moi je fais partie de ceux, pas forcément une position partagée par tous, par exemple par Jean-Claude Michéa, mais on n'est pas forcément d'accord avec Jean-Claude Michéa, mais il y a l'intérêt de tout ce qu'il dit. En gros, il y a quand même le libéralisme politique qui définissait à la fin du XVIIIe siècle des valeurs qui ont fondé ce qu'on appelle la démocratie, puis qui après s'est développé avec l'essor du mouvement ouvrier, a permis d'élargir et d'amplifier cette démocratie. Au début, tout le long du XVIIIe siècle, d'une certaine manière, le libéralisme politique était en accord avec le libéralisme économique. Et ce qui se passe précisément depuis, et on peut quasiment dater précisément le début de l'évolution, cette disjonction progressive qui conduit maintenant à une fracture très claire entre les valeurs libérales politiques et les valeurs démocratiques et les valeurs néolibérales qui conduisent à des régimes, après, comment on qualifie, c'est un autre débat, mais en tout cas, qui tendent à l'autoritarisme. Alors je mentionne juste pour mémoire, mais les référendums de 2005, où dans 3 pays, l'avis souverain de la majorité avait été battu en brèche à propos n'avait pas été respecté à propos du traité constitutionnel européen. La très faible représentation des classes populaires dans les assemblées nationales. Par exemple, à l'Assemblée nationale, vous n'avez quasiment que 2 seuls ouvriers, je crois, un ouvrier et un paysan, sur à peu près 600 députés. La fusion ou l'hybridation des élites politiques et des élites économiques. On prend qu'un exemple au hasard, le président actuel de la République française a bâti une coquette petite fortune d'ailleurs en quelques années chez Rothschild. Le contrôle des médias par les puissances financières, là aussi je ne développe pas. Et puis la dérive autoritaire que l'on constate aussi bien dans l'usage des forces de police, ce qu'on appelle le maintien de l'ordre, et l'évolution des lois qui, souvent en prenant argument de la lutte ô combien nécessaire contre le terrorisme, a progressivement mis en place un arsenal qui se répète quasiment d'année en année, d'attentat en attentat, et maintenant de mouvement social en mouvement social, puisque vous savez très
dire, un débat à l'Assemblée nationale sur une loi qu'on appelle anti-casseurs, ce qui nous rappelle, pour les plus anciens d'entre nous, au Marcelin. Voilà. Et donc voilà, pour le dire rapidement et clairement, on n'est pas en démocratie, donc le débat posé par Guibou, c'est on va dire une divergence intellectuelle, dans aucun cas un rapport de notre nature. On n'est pas en démocratie, on est en oligarchie, et c'est la question du rapport entre la préservation de l'écologie et la préservation des valeurs démocratiques va être inversée. Et autrement dit, on est dans une situation, l'oligarchie, où les classes dirigeantes maintiennent une position privilégiée et visent essentiellement à maintenir cette position privilégiée qui se manifeste par une inégalité des fortunes et des revenus tout à fait considérable, et donc développe un mode de consommation ostentatoire, pousse aussi toujours à la croissance économique, qui a deux aspects. D'une part, une conséquence, c'est que pour maintenir des taux de profit, je le dis simplement, eh bien, étendre sans arrêt le règne de la marchandise en transformant de plus en plus les ressources naturelles au sens très large et parfois les rapports humains en biens marchands, et puis par ailleurs en cherchant toujours à augmenter, à maintenir la croissance le plus fort possible. Pourquoi? Parce que la croissance a cet intérêt majeur de permettre éventuellement une augmentation minime, peu importe son niveau, mais une amélioration matérielle du sort de tout le monde, ce qui rend les populations, les peuples relativement aveugles au fait qu'il y a une très forte inégalité et une appropriation très désavantageuse des gains de cette croissance matérielle. Donc on n'est pas dans une opposition démocratique ou contre-écologique, mais au contraire, c'est l'abandon de la démocratie par les classes dirigeantes et par le capitalisme ou par le néolibéralisme, choisissez les mots qui vous plaisent le mieux, qui conduit en fait à cette destruction du monde. Et on en est venu maintenant à considérer, je crois que maintenant c'est au moins une plus large partie du mouvement écologique, connaître que la question sociale s'articule totalement avec la question écologique. La question des inégalités est au cœur de la relation de nos sociétés, de la relation à leur environnement. Et donc, pour aller vers une politique écologique, il faut revenir justement à une politique démocratique qui passe par une réduction forte des inégalités. Je crois que le mouvement qu'on appelle les Gilets jaunes et qui agite notre pays depuis 2 mois est une forme d'illustration, au moins partielle, de cette situation. Donc ça, c'était le premier point que je voulais préciser à partir du guide que nous avait donné Alain. Après, la deuxième question, et on va voir qu'elle se rejoint, le rapport convivialiste doit-il reposer sur un animisme méthodologique? Alors, j'ai un peu enlevé le mot méthodologique parce que je vais en rester à l'animisme tout court. Et là aussi, on va reciter Bruno Latour, et puis aussi évidemment Philippe Descola, et en rappelant, mais je pense que je me fais qu'enfoncer des portes ouvertes pour vous dire des choses que vous savez parfaitement bien, c'est qu'ils ont contribué l'un et l'autre très fortement à nous faire comprendre que le rapport nature-culture a historisé ce rapport nature-culture et à nous faire entendre, à nous occidentaux, nous français, entre autres européens, enfin baignant dans cette culture américano-européenne, que le rapport nature-culture qui nous paraissait évident, pour moi qui me paraissait par exemple évident quand j'avais, je ne sais pas, 15 ou 20 ans, en fait est quelque chose de construit historiquement, qui s'est élaboré historiquement et qui est en fait très particulier à cette culture, je ne suis pas péjoratif de dire, la culture occidentale sur 3 siècles. Et donc, cette séparation, grosso modo, est liée à la philosophie cartésienne, cette philosophie des modernes qu'a aussi décrit Latour, ce rapport avec les modernes. Et puis, le travail, par exemple, de plusieurs anthropologues, mais notamment Philippe Descola, qui a investigué le mieux cette question, ce faux partage entre nature et culture, en analysant notamment chez ce peuple indigène indien de l'Équateur, les Achuar, comment, eh bien, justement, dans la cosmogonie,
le mot cosmogonie, on va faire un point de débat, et c'est là que les mots animisme, on va voir. Je pense que là, il y a vraiment une question à se poser, mais la cosmogonie des Achuars, en tout cas leur relation avec les autres êtres vivants, leur jardin, les animaux qu'ils tuent, les plantes qu'ils cultivent, les arbres dont ils cueillent les fruits, et en cause, ce qui était clair, c'est que dans toutes ces interactions, cette culture, et elle n'est pas seule dans ce cas, bien sûr, cette culture considère que les humains, certes, se reconnaissent en tant qu'humains en tant que tels, mais établissent des rapports, des interactions, parfois de nature quasiment égale avec les autres êtres vivants, avec parfois même des, peut être tigre à un moment, peut être fleur à un moment, et peut-être une fleur devient humain. Enfin, voilà, cette circulation des identités qui nous coupe de cette séparation ferme qu'on a déposée et que la philosophie des modernes a déposée. Le vivant, le pas vivant, la nature, la culture, les humains, les animaux, les humains, les vivants, etc. Alors, là, en fait, pour parler très franchement, mais dans les interrogations que je me pose sur l'écologie, je suis plus, pour moi, ça serait si j'avais plus de temps à consacrer à des tâches intellectuelles, ça serait le chantier qui m'intéresse. Donc je suis plus sur un mode de question, d'évocation de différents outils que de vous proposer même la moindre hypothèse un peu argumentée. Mais dans cette question de l'animisme, et ça aussi, on a considéré maintenant que l'animisme n'était plus un terme péjoratif, alors que, moi il me semble qu'il y a 30 à 40 ans, l'animisme c'était une sous-culture, alors qu'il y avait, bon, maintenant on comprend vraiment méthodologiquement, c'est peut-être ça que veut dire méthodologie, le terme d'animisme est tout à fait aussi valable, opératoire et respectable que d'autres façons d'appréhender le rapport métaphysique. Alors, ce qui est intéressant, c'est Hans Jonas, ce que je n'ai pas évoqué dans la question de la démocratie, parce qu'il est toujours massacré, notamment depuis le livre de Luc Ferry, qui est un scandale intellectuel, et que je pense, quand on voudra étudier, si ça s'étudie dans les cours de rhétorique ou de philosophie, prendre un exemple de discours intellectuel malhonnête, prendre le bouquin de Luc Ferry, Le Nouvel Ordre écologique, c'est passionnant, mais donc je ne reviens pas à ce faux débat à propos de Jonas. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le bouquin de Jonas, qui est Le principe de responsabilité, qui est un court livre, moi je voudrais relire très attentivement, il y a en fait toute une partie, si vous en souvenez un petit peu, qui est justement une interrogation sur Descartes. Il y a peut-être une centaine de pages sur ce que peut penser un chat, et il y a toute une partie du livre de Jonas qui s'intéresse précisément, avec d'autres mots que ceux de la Cour, de Descola ou d'autres, et qui s'intéresse, mais comment en tant qu'être humain, je peux... quelle est ma conscience? Quel est le mouvement du chat? Est-ce que vraiment Descartes a-t-il raison? Parce qu'à un moment, Descartes se réfère à un chat. Enfin voilà, il y a toute cette interrogation chez Jonas dans ce livre, qu'on réduit souvent à 4 pages à la fin. Voilà. Et à un autre moment, et dans la partie politique du livre de Hans Jonas, il se pose la question à quelles conditions les sociétés prendraient-elles des mesures radicales face à la gravité de ce qui est en train de nous arriver si nous voulons conserver non pas la sauvegarde de la planète humaine, la sauvegarde de l'humanité, mais en quelque sorte la dignité de l'existence humaine. Et ça, c'est vraiment un des précieux atouts qu'a posé Jonas. C'est ça qui est en jeu. Et il pose la question, si on écarte, et là méthodologiquement, si on écarte la question métaphysique. Sous-entendu, si on se reconnaît tous que la société va s'appuyer sur, je ne me rappelle plus les termes, c'est là que notamment que je voudrais le redire, mais s'appuyer sur l'hypothèse métaphysique que Dieu existe et qu'il pourrait y avoir une sorte d'illumination collective qui ferait que nous défendrions ces mesures. Je mentionne ça pas pour revenir à la question démocratique, mais pour signifier que dans ce livre vraiment important, Le principe de responsabilité, fondateur à bien des égards, la question métaphysique et donc cosmogonique, pour moi c'est des termes pas équivalents, mais qui sont de la même famille conceptuelle, a tout à fait à voir par rapport à la question écologique. Alors, si on résume, il y a une autre façon d'aborder le problème dans les 2-3 minutes qui restent, et ça va aller vite, enfin, j'espère, un peu plus prévu. La question de l'oligarchie, c'est une articulation de la société, sur la question de la justice et de l'égalité sociale, on l'a vu. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge dans tous ceux qui s'intéressent vraiment à l'écologie, me semble-t-il, c'est la question du sens.
Certes, il y a cette question sociale, mais on ne peut pas dire que la question écologique se ramène seulement à la question de la justice sociale, de la réduction des inégalités. Et on voit ça apparaître notamment par rapport à la Pachamama, et ce qui a, dans les années 2000, ce qui a émergé notamment avec les mouvements émancipateurs en Équateur, en Bolivie. Voilà, ce mouvement notamment porté par des luttes d'émancipation interne, précisément, de peuples internes qui s'affirmaient sur le champ politique, alors que jusque-là, ils avaient été, pour faire simple, colonisés et maîtrisés par une oligarchie blanche locale. Ils ont introduit le concept de Pachamama, de terre-mère. Ce qui était intéressant, c'est que des gens, par exemple, comme Geneviève Hazan, qui vient d'un mouvement, on va dire, de gauche, matérialiste, intermondialisation, une histoire marxiste en quelque sorte, et intègre en disant mais il faut se poser la question du sens. Et c'est très clair dans un livre très intéressant de Geneviève Hazan là-dessus. Et plus généralement, l'appréhension du fait que il y a aussi derrière l'horizon spirituel proposé par la société de consommation ou la société de consommation, la société matérialiste, la société capitaliste à l'heure actuelle, qui est en fait de satisfaire le désir d'épanouissement humain par la simple réponse matérielle. Pour faire simple, plus on aura de biens, plus on aura de possibilité de se mouvoir, etc., plus on sera bien. Et c'est clair que cette satiété, cette recherche de la satiété matérielle ne satisfait pas ou ne satisfait plus les humains, ou en tout cas les Européens qui sont peut-être engagés dans cette discussion, et par ailleurs a des conséquences écologiques absolument majeures. Ce qui fait que par ce biais-là, il y a aussi la question de mais comment réinterroger le sens de la vie, comment est-ce qu'on revient à une cosmogonie, est-ce que... enfin voilà, ou est-ce spiritualiste, c'est une question qui est souvent posée. Par exemple, on a fait des interviews approfondies avec Ruffin, avec François Ruffin, avec Pablo Servigne, le collapsologue, avec Corinne Moret-Darleux, et c'est très étonnant que très spontanément la question de la spiritualité vient. Alors je vais quasiment conclure là-dessus rapidement, et là ça sera vraiment rapide. Et ça nous pose vraiment problème. C'est-à-dire que c'est un chantier, enfin, me semble-t-il, en cours, et particulièrement en France, où la question de l'athéisme, du laïcisme, de la position de la société civile par rapport à la société cléricale, la position de la culture française par rapport à la religion est particulièrement vif et particulièrement clivant d'une certaine manière. C'est comment est-ce que, et où d'un pays, finalement, une culture où les valeurs d'émancipation depuis les Lumières, du modernisme qui n'a pas que des aspects négatifs, s'est développé notamment par le rejet de l'assujettissement transcendantal qui se traduisait dans l'ordre social par l'Église, et sa fiance et le pouvoir politique. En gros, on parle au nom de Dieu, donc vous obéissez aux représentants de Dieu sur terre, je simplifie. Et bien, la liberté, l'émancipation, le libéralisme politique dont on a parlé tout à l'heure, c'est aussi bâti en rejetant cet assujettissement. On pourrait aussi faire un écho moderne avec la question islamique et la façon dont aussi elle se pose par rapport à ce qu'on appelle le modernisme, et ce mot est compliqué. Mais donc, comment est-ce que l'émancipation écologique, qui est une émancipation de sens, une émancipation aussi par rapport à l'ordre matériel qui vous est imposé culturellement par le capitalisme actuel, peut se développer sans retomber dans l'ornière de ce que j'appellerais la domination cléricale. Et donc, comment est-ce qu'on peut articuler la liberté personnelle, qui est une valeur occidentale au bon sens du terme, une sorte d'héritage des Lumières dans leur côté lumineux, puisqu'elles en avaient un côté sombre, et comment est-ce qu'on peut articuler cette valeur démocratique, au sens plein du terme, cette valeur d'émancipation des individus en tant que personnes, et la reconnaissance de la relation cosmologique avec l'ensemble du vivant, mais qui est une aspiration de type spiritualiste. Voilà un chantier en cours. Merci.